On commence avec un tout petit peu de retard, hein, une petite demi-heure de retard. Donc on va tâcher de rester dans les temps malgré tout. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cette dernière et troisième table ronde. Donc après avoir parlé de l'échelon manquant, ou en tout cas à développer entre la prison et la vie libre, et la prévention de la radicalisation à l'échelon local, nous allons maintenant approfondir la question de la récidive en bout de chaîne, qu'elle concerne des détenus de droit commun ou des personnes mises en cause dans des affaires de terrorisme. La récidive est bien sûr un enjeu majeur de notre société. S'il n'y avait pas de récidivistes, l'activité des services de police et de justice serait sans doute réduite de moitié, puisque la récidive atteint autour de 40% pour les délits. Ce sont en tout cas les chiffres officiels du ministère de la Justice pour 2017. Une société sans récidive relève bien sûr de l'utopie. Pour autant, une réelle marge de progression existe. Et si la récidive en matière de crime est relativement peu élevée, puisqu'elle tourne autour de 8%, c'est toujours trop. Et notamment pour l'opinion, qui s'émeut particulièrement de la récidive en matière de crimes sexuels, qui, elle, atteint 5%. On l'a vu avec l'affaire de la petite Angélique, violée et tuée par un récidiviste dans le Nord. Pour ce qui est de la récidive en matière de terrorisme, on est plutôt sur une problématique de demain, puisque la question de la récidive des personnes condamnées pour association de malfaiteurs terroristes va se poser dans les mois qui viennent. Le procureur de la République de Paris, François Molins, l'a rappelé, une quarantaine de détenus va sortir d'ici à 2019 et il va falloir gérer ces sortants, comme on les appelle. On a tous en tête, même si ce n'est pas un cas de récidive légale pure, on a tous en tête le cas d'Adel Kermiche, qui avait tué le prêtre Hamel dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray, alors qu'il était sous bracelet électronique pour avoir tenté de partir en Syrie. Ce qui inquiète particulièrement avec ce type de profil et qui fait craindre la récidive, c'est sans doute aussi le tâtonnement des politiques publiques en matière de déradicalisation, un mot qu'on ne prononce d'ailleurs plus et auquel s'est substitué le désengagement de la violence extrémiste. Le doute subsiste souvent sur la sincérité de ce désengagement, avec notamment la pratique de la taqia, qui consiste à dissimuler ses réelles intentions. Cette crainte de la récidive vis-à-vis des sortants semble dicter aussi la politique des autorités à l'égard des revenants, ou en tout cas des aspirants au retour. La France préfère à ce stade qu'ils soient jugés sur place en Syrie ou en Irak. Tout cela nous amène aux questions qui doivent être abordées lors de cette table ronde. Comment prendre en charge les personnes récidivistes, tant en matière de droit commun que de terrorisme? Quelles actions mener en prison, mais aussi en milieu ouvert ou semi-fermé, avec les services d'insertion et de probation, mais aussi avec les associations, la société civile dans son ensemble? Comment favoriser la réinsertion pour éviter un nouveau passage à l'acte? Et comment orienter la recherche afin de comprendre les ressorts et les mécanismes de la récidive et de la radicalisation? Donc pour répondre à ces questions, nous avons ici 8 intervenants que je vais vous présenter. Nous avons tout d'abord pour une vision nationale Muriel Domenac, secrétaire générale du comité interministériel de la prévention de la délinquance et de la radicalisation donc depuis septembre 2016, qui va nous parler notamment donc des politiques gouvernementales en matière de prise en charge des personnes radicalisées et des mesures mises en place pour prévenir la récidive des personnes condamnées pour terrorisme. Nous avons ensuite Mylène Armand, directrice pénitentiaire d'insertion et de probation, chef de l'unité exécution des peines à la Direction générale des services pénitentiaires des Hauts-de-France. Nous avons ensuite Laurent Vercruis, au bout de chaîne, directeur général des services de la région Hauts-de-France, qui est en charge notamment des actions pour la formation professionnelle des détenus, facteur important de réinsertion, et de la prévention de la radicalisation dans les milieux scolaires. Donc un peu les deux, idéalement les deux bouts de la chaîne aussi. Parmi les chercheurs qui sont présents à cette table ronde, nous avons avec nous donc le professeur Franck Ludwiczak, si je prononce bien, qui est directeur du Master 2 droit de la matière pénale à l'Université catholique de Lille, et avec lui le professeur Jean-Motte Difalis, juste à ses côtés, docteur en criminologie, un titre obtenu à l'Université catholique de Louvain en Belgique, et maître de conférence aussi à l'Université catholique de Lille. Ils vont notamment nous parler de la création de l'école de criminologie culturelle européenne à Lille. Nous avons aussi donc Xavier Hofer, essayiste, enseignant et criminologue depuis de nombreuses années, qui est aussi à la tête d'un master de criminologie au CNAM. Et à leur côté, le professeur Didier Kremniter, psychiatre référent de la cellule d'urgence médico-psychologique de Paris,
qui a notamment été amené à prendre en charge des victimes d'attaques terroristes, mais pas que. Enfin, last but not least, l'avocat au barreau de Paris, Martin Pradel, connu notamment pour défendre plusieurs djihadistes, dont certains toujours en Syrie ou en Irak. Il sera d'ailleurs demain donc, à Bagdad pour représenter la Française Mélina Bouguedir, et il nous en parlera davantage tout à l'heure. Voilà, donc je vous propose de donner la parole à Muriel Domenac pour commencer, qui va donc nous parler des récentes actions de l'État pour prévenir la radicalisation, mais aussi pour prendre en charge les personnes radicalisées, et notamment le déploiement du programme RIVE, qui est prévu donc, à Lille, Lyon et Marseille, si j'ai bien compris, en tout cas la création de centres un peu sur le même modèle, pour les personnes sous main de justice radicalisées. Voilà, vous avez donc 10 minutes chacun. Je suis un peu obligée de chronométrer pour qu'on puisse avoir un temps d'échange entre vous et avec le public. Parfait. Merci à vous. On est ici à Lille, d'abord pas loin de la Belgique, et évidemment, je voudrais exprimer une pensée de solidarité envers nos amis belges qui ont connu un nouvel acte terroriste qui illustre malheureusement la récurrence, la récidive que vous évoquiez tout à l'heure. Lille, c'est aussi la ville où nous avons présenté le 23 février, sous la présidence du Premier ministre et en présence de 10 ministres, Madame la députée Brigitte Lizio était présente également, notre nouveau plan de prévention de la radicalisation, un plan qui a été élaboré en tirant les leçons non seulement de nos bonnes pratiques, mais aussi de nos échecs, bien sûr, en impliquant 20 départements ministériels et, je dois dire, une large consultation avec diverses émanations de la société civile, mais également avec nos partenaires. Alors moi, je suis souvent celle, en tant que secrétaire générale de ce comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, je suis souvent celle à laquelle on dit « mais tout ça ne sert à rien ». Vous voyez bien, les attaques se répètent, se ressemblent, ou d'ailleurs ne se ressemblent pas, mais quand elles se ressemblent, c'est qu'on n'a pas su faire. Quand elles ne se ressemblent pas, c'est qu'on n'a pas su faire non plus. Tout est dans tout, rien ne sert à rien. Il y a une armée d'aquabonistes et de spécialistes, évidemment, autoproclamés sur Twitter. Désengagés, ils disent que c'est sans espoir. Beaucoup d'apprentis sorciers aussi disent qu'ils ont la recette miracle, qu'elle serait évidemment dans l'exclusion des musulmans, évidemment aussi dans la rétention de ceux sur lesquels on conduit un travail de renseignement. Moi, je dis souvent ni déni ni panique. Il faut ni minimiser ni exagérer, parce que ces deux excès sont stérilisants pour l'action. On est confronté à un processus de radicalisation islamiste assez significatif pour menacer non seulement notre sécurité, mais également notre cohésion sociale. Il y a d'autres radicalités que l'on voit émerger. Je renvoie d'ailleurs chacun à la lecture de La tentation radicale d'Anne Muxel et Olivier Galland, qui illustre bien la montée en puissance d'une acculturation à la violence parmi les lycéens, et on l'a vu à l'extrême droite comme à l'extrême gauche. Donc, il y a eu le fantasme d'une formule magique de la déradicalisation dans ce pays, qui était sans doute ce fantasme à la mesure de la sidération qui avait saisi notre pays après les attaques de Charlie Hebdo. On a essayé beaucoup de choses.
on a aussi des succès, il ne faut pas l'oublier, il faut écouter nos défaites, mais il faut aussi écouter nos victoires. On est parvenu à entraver le départ vers le théâtre syro-irakien. Moi, j'étais consul général à Istanbul à une période où on avait un départ par jour. Il faut se souvenir de cette période et il faut se satisfaire de ce qui est une victoire militaire face à Daesh qui prive l'État islamique de son sanctuaire, de sa capacité de commandement, de communication et de contrôle, ce que les militaires appellent le C3. Aujourd'hui, après 2 ans de développement d'une nouvelle politique publique de prévention de la radicalisation, on est arrivé au constat qu'il n'y a pas de formule magique de la déradicalisation, mais oui, il y a des bonnes pratiques de prévention, il y a des bonnes pratiques de désengagement, et c'est l'objectif de ce plan d'insister sur ces bonnes pratiques. Donc d'abord, le plan insiste sur l'école. Il consacre 10 des 60 mesures au milieu scolaire. D'abord pour armer l'école. Vous avez peut-être vu que Jean-Michel Blanquer a présenté hier le nouveau Vadémécum sur la laïcité. Il faut soutenir la communauté éducative dans la défense et l'explication de la laïcité. Il faut aussi développer les défenses des élèves en systématisant l'éducation aux médias et à l'information. Je sais que la récente mission parlementaire consacrée à la prévention de la radicalisation dans l'éducation concourt à ce constat et je m'en réjouis. Le plan diffuse aussi les bonnes pratiques en complétant ce qui manque. La détection fonctionne à l'école, mais elle doit être étendue ailleurs, dans l'entreprise, dans l'université, dans les administrations, dans le monde du sport, parce que le sport est à la fois une cible de la radicalisation, mais également un levier dans la réponse que la société civile collectivement doit apporter, mobiliser davantage les acteurs de terrain, associatif évidemment, et je voudrais saluer la présence de ceux parmi vous qui êtes engagés dans le travail de terrain des associatifs. Mobiliser également les professionnels de santé mentale, c'est un des axes du plan, parce que évidemment la causalité psy n'est pas plus une causalité unique dans la radicalisation que la causalité religieuse ou la causalité socio-économique, mais elle fait partie des diverses causalités de ce qui fait l'équation, le mix de la radicalisation. Donc aujourd'hui, on a 2600 jeunes qui sont pris en charge dans le dispositif de prévention par une centaine de structures. L'enjeu, c'est de les professionnaliser. On a émis un cahier des charges récemment, publié le 7 avril, qui impose un certain nombre de critères pour qu'une organisation puisse prendre en charge des jeunes radicalisés. Je crois que c'était important et vous l'avez peut-être entendu, on a considérablement renforcé le suivi et le contrôle financier de ces structures. On a également expérimenté, vous y faisiez référence Catherine, un programme de troisième voie, le programme d'IRIV en Île-de-France, qui prend en charge une quinzaine de jeunes. C'est important de souligner que ce programme tire les leçons de nos expérimentations et de nos difficultés. Je pense évidemment à la tentative de centre de réinsertion et de citoyenneté de Pontourny. Donc 2 échecs importants à Pontourny. D'abord le volontariat, ensuite la prise en charge collective. Donc RIV tire les leçons de ces échecs. Ça fait un peu plus d'1 an que RIV a été développé dans la discrétion, avec des jeunes sous main de justice, donc ce ne sont plus des volontaires, et deuxièmement, une prise en charge individualisée, pluridisciplinaire, hein, avec également un référent cultuel. Un développement de ce programme est en cours à Marseille, Lille et Lyon. Le cahier des charges est émis par la direction de l'administration pénitentiaire et on continuera d'avancer progressivement avec une évaluation
régulière. Et du reste, l'évaluation de Rive est attendue pour cet automne. Le nouveau plan mobilise, au-delà de l'État, les collectivités territoriales, les acteurs de l'Internet et plus largement la société civile. C'est un point essentiel. L'État, Daniel Barnier l'a indiqué, est évidemment en première ligne des responsabilités face à la radicalisation, mais le plan de prévention exige, comme la radicalisation, exige une mobilisation de la société civile dans une société de responsabilité où on parvient à activer les anticorps. Sans mobilisation non seulement des collectivités territoriales, de la société civile et des compagnies de l'Internet, l'État seul sera entravé dans son action. Il y a donc besoin de la coopération des compagnies de l'Internet pour non seulement retirer les contenus de haine, mais également aider les contenus positifs qui sont introduits par les acteurs de la société civile. Il y a besoin évidemment des collectivités territoriales qui sont les capteurs de signaux faibles. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Et puis, il y a besoin plus largement, encore une fois, d'une mobilisation de nous tous, les citoyens, ceux qui sommes organisés, engagés dans le vivre ensemble. Nous sommes les acteurs de notre propre survie. Et c'est vraiment le message que je veux passer. L'État a, je crois, compris qu'il n'existait pas de formule magique de la déradicalisation. À nous tous de comprendre que nous sommes les acteurs de notre propre survie, à nous de rester unis, à nous de nous engager dans cette société de responsabilité, à nous de relayer les initiatives. Merci. J'espère être resté, et oui, dans les 10 minutes que vous m'aviez imparties. Absolument parfait. J'ai juste 2 petites questions avant de passer la parole à Monsieur Vercruys. Vous nous disiez qu'effectivement, la prise en charge, après l'échec de Pontourny, on a mis l'accent plutôt sur la prise en charge des personnes sous main de justice, notamment dans le cadre de Rive. Comment on fait pour le bas du spectre, entre guillemets, c'est-à-dire les personnes, les jeunes signalés radicalisés? Est-ce que c'est les 2500, 2600 jeunes dont vous avez parlé, c'est ça? Donc ils sont pris en charge vraiment par un tissu associatif Mon collègue évoquait tout à l'heure Daniel Barnier, enfin je dis mon collègue, mais... je suis moi-même pas préfète. C'est pas grave, nul n'est parfait. Donc, effectivement, il y a des cellules de prévention, d'accompagnement des familles qui sont actives sur l'ensemble du territoire et qui ont la propriété d'associer les services publics, mais également les services sociaux et surtout les structures associatives qui ont la capacité de déployer un suivi à la fois social, éducatif, psy, de plus en plus important, de ces jeunes radicalisés. Donc il y a aujourd'hui une centaine de structures qui sont donc soumises à ce cahier des charges que j'évoquais et qui prennent en charge un peu plus de 2600 jeunes et qui fournissent un accompagnement de 800 familles. L'enjeu, c'est de densifier ce suivi, notamment sur le volet psy, j'insiste encore une fois. Et je voudrais conclure en disant que cette montée en puissance, elle a pris du temps. En 2014-2015, les volontaires ne se bousculaient pas pour prendre en charge des jeunes de ce bas de spectre, comme vous le disiez. L'État a eu recours à des intervenants, des équipes mobiles d'intervention qui étaient dirigées par Dounia Bouzard à l'époque, mais c'est aussi parce que les volontaires ne se bousculaient pas. C'est grâce au dispositif de formation qui a été développé d'ailleurs par mon prédécesseur. Aujourd'hui, 25 000 agents publics ont été formés. Et puis grâce à la mobilisation, évidemment, non seulement des représentants de l'État à travers tout le territoire, mais des collectivités territoriales, des structures associatives, qu'on est parvenu à monter en puissance. Aujourd'hui, on a un dispositif
qui existe, qui fonctionne, qui est de meilleur en meilleur. Les structures impliquées dans ce dispositif vont finaliser un cahier des charges, excusez-moi, un guide de bonne pratique. Le cahier des charges, on l'a sorti, mais un guide de bonne pratique dans le courant de l'automne pour faire apparaître ce qui fonctionne. Vous voyez, il y a certaines associations, par exemple, qui assurent un filet social, c'est le cas à Marseille, envers le jeune sans l'approcher directement. D'accord. Au début, c'est-à-dire qu'ils développent les aides sociales sans prise en charge directe sur la radicalisation. Il y a d'autres structures qui interviennent d'abord auprès de la famille. Il y a diverses modalités. Certaines structures impliquent un référent cultuel, d'autres non. Donc c'est intéressant de développer ce guide de bonne pratique qui témoigne de la maturité des pratiques. D'accord. Juste sur le budget, vous nous avez dit qu'il y a un contrôle financier plus strict de ces structures. Est-ce qu'on a une idée du budget global qui est alloué maintenant à cette centaine de structures qui prennent en charge donc ces jeunes, enfin ces personnes radicalisées? Oui, on est en train de boucler les derniers arbitrages. D'une manière générale, on va augmenter les moyens alloués à ces structures de façon à permettre un renforcement des prises en charge, une densification. Et on devrait... enfin, je ne peux pas vous dire encore ce que sont le résultat des arbitrages, ouais. Mais on va renforcer ce volet. D'accord. J'ai une dernière toute petite question. Je ne monopolise pas trop la parole, mais dans le PNPR, il y a 3 mesures consacrées aux femmes. C'est une question importante puisqu'on sait qu'elle voilà, elle représente quand même une part importante du contingent des personnes radicalisées. Et c'est même un marqueur français, visiblement, la part des femmes dans la population des personnes radicalisées et la part des convertis. Et il n'est toujours pas question, visiblement, de créer un QR pour les femmes, d'avoir une prise en charge spécifique en détention avec une évaluation du public féminin. Qu'est-ce que vous pensez? Si, ça c'est prévu. L'évaluation, il me semble, mais le QR, non? Pas de CARE spécifique, mais un dispositif d'évaluation. Donc, on retient également pour les femmes la démarche en 2 temps que la ministre de la Justice a dû exposer ce matin. D'abord évaluation, après prise en charge, avec une véritable professionnalisation des acteurs. Moi, ça fait plusieurs fois que je vais à Fleury, y compris à la maison d'arrêt des femmes. Et enfin, je parle sous votre contrôle aussi. On voit vraiment une montée en puissance des intervenants, une maturité. Je voudrais vraiment saluer la qualité des personnels, de leur engagement, saluer aussi la capacité de l'administration pénitentiaire à donner du sens à ce travail. Et donc, oui, pour les femmes, effectivement, c'est une double spécificité française, vous avez raison. Par rapport même à d'autres pays pas très loin d'ici, c'est d'abord la forte proportion de femmes, non pas parmi ceux qui sont passés à l'acte, mais parmi ceux qui sont évalués comme radicalisés. Et puis ensuite, la forte proportion de radicalisés, de convertis parmi, oui. Parmi les jeunes femmes qui sont considérées comme radicalisées. D'où l'intérêt de mobiliser le réseau droits des femmes. C'est effectivement l'une des mesures de ce plan, la mesure 42, si je ne m'abuse. Mobiliser le réseau droits des femmes également parce qu'elles ont une plus-value dans les réponses à apporter. Très souvent, les femmes... Enfin, les enjeux de radicalisation sont aussi des enjeux pour les droits des femmes. Donc, effectivement, c'est un axe de travail important en prévention et en désengagement. D'accord. Les chercheurs, d'ailleurs, pourront peut-être nous en dire un petit peu sur ce qui est fait sur cette spécificité, ou en tout cas cette recherche un peu genrée, mais qui est importante, peut-être. Je voulais donner ensuite la parole donc, à Monsieur Vercruys pour rester sur l'aspect prévention, puisque vous êtes en charge notamment de la prévention de la radicalisation dans les milieux scolaires. Et Muriel Domenach a rappelé l'importance d'agir voilà, auprès de ces publics-là. Et ensuite, vous pourrez nous parler de l'action de formation professionnelle vis-à-vis des détenus, voilà, à l'autre bout du spectre. Merci. Oui, donc là, ça peut sembler un peu incongru que la région ou les régions
rentrent dans ce type, en tout cas, d'action, tant en matière de prévention qu'en matière, pour le coup, d'action propre sur la lutte contre la récidive. Mais en même temps, ce que disait d'ailleurs et ce que rappelait le président Xavier Bertrand ce matin en introduction, ce que rappelait aussi Madame à l'instant sur la nécessité de partenariat associant l'ensemble des acteurs publics, le rôle des régions et leur force désormais de frappe, compte tenu de leur champ de compétences qui s'est élargi, leur permet aussi, et c'est même devenu quasiment un devoir de la part des régions. Sur le premier point, et en complément justement du plan d'action national qui a été annoncé en février dernier ici à Lille, l'un des axes sur lequel le président de région s'investit et nous a demandé à tous, au niveau des services, d'avoir un rôle qui est tout à fait nouveau et pas forcément dans les clous d'une région, c'est vis-à-vis du public lycéen, mais aussi de toute la sphère qui entoure les lycées. Parce qu'on parle des lycéens, on parle aussi des enseignants et on parle aussi des agents de la région, qui sont 6000 dans les lycées. Avec donc une possibilité, 6000 agents, c'est 6000 foyers potentiels pouvant être touchés par une quelconque action. Le plan, en l'occurrence, qui sera mis au vote des élus régionaux à la fin du mois de juin, proposera parmi un certain nombre d'actions, justement, un triptyque concernant les lycées. Le premier, je le disais, concernant le public lycéen, avec notamment un appel à projet pour des actions éducatives portées par les lycéens, par le corps enseignant, par les deux également, avec cette cible véritablement de sensibilisation à la radicalisation, mais aussi des approches potentielles sur comment aborder la présence du phénomène. Le deuxième axe concernant les enseignants, qui est peut-être, lui, tout à fait nouveau et peut-être à la limite même de nos compétences, puisque les régions n'ont pas de compétences à former le corps enseignant, mais néanmoins, le président de la région a souhaité qu'on puisse mettre à disposition des lycées une enveloppe sous forme de fonds de concours ciblés sur la formation des enseignants au risque et à la radicalisation, à la prévention de la radicalisation et à la détection également. Vous parliez de capteurs à l'instant, le corps enseignant en fait partie, et le troisième volet que j'évoquais, les agents de la région dans les lycées peuvent l'être également. Ils sont au contact direct de lycéens ou hors lycéens, voire de collègues également. Et là encore, on a des actions de sensibilisation, voire de formation, en particulier vis-à-vis des encadrants de ces équipes d'agents au sein des lycées, pour justement agir en prévention ou en réaction par rapport à des situations détectées. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, qui est peut-être là, pour le coup, lui, est pleinement dans les cordes et des compétences de la région, mais de manière très récente, c'est la formation des détenus en milieu carcéral, mais aussi en milieu ouvert. Alors que la formation professionnelle fait partie quasi depuis la naissance des régions du champ de compétences des régions, jusqu'à très récemment, la formation des personnes en milieu carcéral n'était pas de la compétence des régions, c'était resté de la compétence de l'État. Et c'est la loi de 2014 qui a transféré aux régions cette compétence, qui est pleinement entrée en vigueur au 1er janvier 2015. Et donc, depuis le 1er janvier 2015, officiellement, les régions sont compétentes sur cette formation professionnelle des détenus. Alors, bien sûr, elles ne le font pas seules, heureusement, en s'appuyant, là encore, sur l'ensemble des partenaires qui existaient déjà par le passé, les partenaires au sein de l'administration pénitentiaire, ce qui donne lieu d'ailleurs à une convention de partenariat avec la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille, avec justement l'appui de l'ensemble des agents en établissement pénitentiaire. Le plan de formation qui a été adopté en tous les cas pour les Hauts-de-France, qui couvre l'ensemble de la région des Hauts-de-France, plan qui a été délibéré en septembre dernier. Ce plan, en tous les cas, a mis l'accent sur une individualisation des parcours et donc un renforcement du nombre d'actions spécifiques à destination des détenus. C'est un point important, justement, on évoquait en matière de lutte contre la récidive, c'est que d'une part, cette formation professionnelle, elle vise une socialisation au sein de l'établissement pénitentiaire déjà,
en particulier pour des détenus qui sont de longue durée sur l'établissement pénitentiaire. Et donc ces actions de formation font partie de cet élément de socialisation. Cet élément également, puisqu'ils peuvent aussi avoir, à la suite de ces formations, des activités au sein de l'établissement, et puis de préparer la sortie, là pour le coup, quelle que soit la durée même de la mesure pénitentiaire. Et cette sortie et ce retour à l'emploi, qui fait partie de la démarche de réinsertion sociale et professionnelle, est un élément important. Ce qui veut dire aussi que les actions de formation qui sont à offrir aux personnes, aux détenus, doit être aussi adapté au marché du travail du retour. C'est un élément sur lequel le plan régional, en tous les cas, a mis l'accent de manière à ce que ces formations soient adaptées aux besoins, en tout cas sur le marché du travail, en termes de qualification. Alors, ce plan, en fait, passe par différents types d'actions, des actions de découverte du milieu professionnel, de découverte de métiers, pour initier ensuite, dans le cadre du parcours individuel à construire, en lien avec les services pénitentiaires notamment, en lien aussi avec les partenaires externes type Pôle emploi ou les missions locales, de construire ce parcours de formation qui peut aller jusqu'à des certifications, ou en dehors de la partie formation, des aspects d'acquisition des connaissances de base, parce qu'on a aussi cet élément-là, et dans les connaissances de base, notamment le français langue étrangère fait partie de ce type de formation professionnalisante. Donc des aspects très individualisés, qui doivent être adaptés aussi à la nature du détenu, à la nature aussi de son parcours, à la nature aussi de l'établissement qui accueille le détenu, ce qui suppose justement ce partenariat que j'évoquais. Ce n'est pas la région seule qui peut être cet élément-là. Alors toutes ces actions viennent bien sûr en complément de ce qui existe déjà, au titre de l'éducation nationale, au titre d'autres partenaires, au titre de la formation. Ça représente en budget annuel concernant la région de France, c'est 3,5 millions d'euros qui sont mis sur cette formation à destination, grosso modo, de 1500 détenus concernés par cette action de formation. Merci beaucoup. Là encore, j'ai une petite question concernant les détenus dits AMT, donc Association de malfaiteurs terroristes, ou les détenus éventuellement signalés comme radicalisés, puisque j'ai eu vent d'un cas d'un jeune détenu de 19 ans qui, au gré de l'évolution de la politique pénitentiaire dans la matière, s'est d'abord vu interdire de travailler puisqu'il avait été placé en UPRA, puis voulait passer un bac littéraire, mais ça n'a pas été possible. Ensuite, il y a eu une agression à Osny d'un surveillant, donc il y a eu un durcissement et il n'a pas pu aller à la bibliothèque. Donc, en termes de réinsertion potentielle, ou en tout cas voilà, de préparation d'un avenir, c'est pas idéal. Est-ce que vous avez des éléments de réponse à ce sujet ? J'évoquais le fait que l'ensemble de ces formations, d'abord, sont en complément d'autres actions de formation, en particulier de formation liées à l'éducation nationale. Vous évoquiez le baccalauréat, par exemple, pour un jeune. La région ne touche pas, en tout cas, le public mineur, même si le cas que vous évoquez n'est pas une personne mineure, mais pour le cas des mineurs, nous n'avons pas cette compétence-là. Ensuite, sur ces aspects d'adaptation, effectivement, tout est fonction des services aussi potentiellement possibles, de situation de certains établissements pénitentiaires. Le point, en tous les cas, que je voulais compléter, c'est que cette action de formation qui a lieu au sein de l'établissement pénitentiaire se poursuit aussi après, notamment au milieu ouvert, et lorsque le détenu est en préparation de la sortie définitive et de la fin de peine, est déjà en milieu ouvert. D'accord, merci. Mylène Armand, vous qui êtes donc chargée de la réponse pénitentiaire à la prévention de la récidive, en prison comme en milieu ouvert, peut-être que vous pourrez rebondir d'ailleurs sur cette question de l'importance du travail et de la formation professionnelle en prison. Et vous pourrez aussi nous expliquer comment ces actions diffèrent beaucoup selon les types de personnes donc sous main de justice. On sait qu'avec les personnes radicalisées, par exemple, il y a un risque de prosélytisme qu'on ne craint pas avec des délinquants sexuels, mais ça relève d'autres problématiques. Voilà, donc je vous laisse exposer l'action que vous mettez en œuvre. J'ai prévu un PowerPoint. Alors, je ne sais pas à qui il faut s'adresser pour qu'il soit mis en route. Intitule « Quelle réponse pénitentiaire ?»
Bon, alors, je vais démarrer sans support. Oui, allez-y, et puis on va voir si ça finit par marcher. Alors, je suis directrice en SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Donc, pour mémoire, le service public du ministère de la Justice, chargé de la prévention de la récidive de l'ensemble des personnes majeures sous main de justice. Voilà, ça a démarré. Donc, en établissement pénitentiaire et en milieu ouvert. Alors, la diapositive suivante, je vous propose de compléter l'intitulé de cette table ronde en évoquant la réponse pénitentiaire à la prise en charge des personnes récidivistes, qui n'est ni une réponse sociale, ni une réponse judiciaire à proprement parler, même si nous travaillons bien sûr en étroite collaboration avec les services sociaux et les services judiciaires. Je veux insister sur le fait que c'est une réponse pénitentiaire qui se veut désormais de plus en plus en lien avec la réponse universitaire, mentionnée dans l'intitulé de cette table ronde, et nous y reviendrons. Alors, diapositive suivante. Ce qui me paraît important de partager avec vous, c'est la progression que les SPIP ont réalisée ces 10 dernières années sur la question suivante: comment amener ou accompagner, pour reprendre les termes de monsieur Charles Bois, comment accompagner une personne à sortir de son mode de vie délinquant ou criminel, et surtout, existe-t-il des méthodes issues de recherches qui ont démontré leur efficacité à prévenir la récidive? Alors, on peut aller sur la diapositive précédente, s'il vous plaît. Merci. Alors, je vais être un peu caricaturale dans mon propos pour essayer d'expliciter rapidement les choses. Souvenons-nous qu'à la fin des années 90, nous pensions que pour prévenir la récidive, il fallait que la personne reconnaisse les faits et ait un emploi. Et il fallait avant tout, en milieu ouvert, que les obligations assignées au condamné dans le cadre de sa peine soient respectées. Par exemple, la fameuse obligation de soins. Et il fallait en établissement pénitentiaire que le détenu respecte avant tout le règlement intérieur. Alors nous confondions un peu, me semble-t-il, la forme et le fond. La forme, c'est-à-dire le cadre de la sanction pénale avec ses obligations, interdictions, privations, restrictions de liberté, qui bien sûr structurent la peine et sont nécessaires. Et le collègue de Molenbeek le disait tout à l'heure en parlant des interdictions de territoire. Mais il y a aussi le fond, c'est-à-dire le contenu de la prise en charge et qui est plus méconnu, et je vais essayer de vous en parler, qu'on peut formuler ainsi: ce qui se dit entre une personne condamnée et un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, ce qui est mis au travail par la personne. Si le rôle du conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation n'est que contrôler et recueillir un justificatif de soins ou de formation, alors comme l'ont démontré différentes recherches, cela ne peut pas constituer un travail de fond qui aurait un impact positif sur la récidive. Car le respect d'une obligation en milieu ouvert ou un bon comportement en établissement pénitentiaire ne disent rien en soi, je m'appuie sur la recherche, ne disent rien en soi de l'authentique motivation de la personne à sortir de la délinquance. Alors en quoi consiste la prise en charge par le SPIP? Quelle est la réponse pénitentiaire à la récidive aujourd'hui? Alors on peut passer à la diapositive suivante. Cette réponse pénitentiaire figure désormais dans ce manuel national. Alors, il n'est pas à vendre, je n'en fais pas la publicité, mais je veux le montrer. Je veux le montrer parce que c'était un événement pour nous, parce que ce manuel rassemble pour la première fois toutes nos connaissances et tout notre savoir-faire dans les SPIP. Il s'intitule « La méthodologie de l'intervention des SPIP » et il constitue notre plan d'action pour reprendre l'intitulé de la table ronde. Alors très concrètement, dans ce manuel, vous trouvez des modèles théoriques validés par des recherches internationales. Et c'est là que se situe notre progression. On a vraiment fait une rupture méthodologique comme les Québécois l'ont fait bien avant nous. Donc des modèles théoriques validés par des recherches et des pratiques concrètes qui en découlent, ainsi que des pratiques qui préexistaient dans les SPIP et qui s'avèrent cohérentes avec ces recherches. D'où le lien, je vous le disais tout à l'heure, entre réponse pénitentiaire et réponse universitaire. Je parle ici de modèles de probation canadiens et anglo-saxons. Et tout à l'heure, les collègues québécois ont parlé du programme Parcours, qui est issu de ces modèles et que nous commençons à mettre en place. Alors, prenons un exemple concret. Je vais essayer, pour évoquer un modèle théorique,
figurant dans ce manuel. C'est la diapositive suivante. Alors, comment nous travaillons? Nous travaillons avec le modèle RBR, R pour risque, B pour besoin, R pour réceptivité. Et alors, le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, pour déterminer ce que sera le contenu de la prise en charge d'une personne, va procéder à une évaluation et il va se demander quels sont les facteurs de risque de récidive de la personne et quel est ce niveau de risque. Et il faut que vous sachiez que plus le risque de récidive est élevé, plus la prise en charge par le SPIP est intense. C'est-à-dire que nous ne prenons pas en charge toutes les personnes avec la même intensité. Alors, le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation va se demander sur quels problèmes en lien avec l'infraction travailler. C'est ce qu'on appelle les besoins d'intervention ou les facteurs criminogènes dynamiques. Par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, nous allons travailler sur les fréquentations encourageant la délinquance, la fréquentation de la personne, ou bien sur une problématique d'addiction. Et puis, nous travaillons sur la réceptivité de la personne. Ça, c'est très important, c'est difficile à expliquer en peu de temps. En tout cas, il faut absolument qu'on se demande et qu'on lui demande, est-ce qu'elle a envie de sortir de son mode de vie délinquant ou criminel? Un peu, beaucoup, pas du tout, ça manque de nuances, mais il faut qu'on lui pose ces questions-là. Comment faire naître ou renforcer sa motivation au changement? Et nous allons pour cela utiliser la technique de l'entretien motivationnel à laquelle tous les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation sont formés. Parce qu'en effet, si une personne délinquante ou criminelle, quelle qu'elle soit, ne veut pas sortir de son mode de vie de délinquant, qu'elle y trouve bien plus d'intérêt que de désavantages, eh bien on peut mettre tous les dispositifs en place, ça ne sert à rien. Alors parfois, il n'y a pas de motivation, donc il va falloir aller la chercher quand même, et donc essayer de trouver un doute, une ambivalence, et aller tirer un fil. Alors, à partir de cette évaluation, le conseiller pénitentiaire va déterminer un plan d'accompagnement de la personne avec des axes de travail socio-éducatifs. Alors, avec des facteurs externes, il va travailler sur les facteurs externes et les facteurs internes. Alors, les facteurs externes, on en parle beaucoup. C'est l'absence d'emploi, de formation, de loisirs prosocial. C'est important aussi ce loisir qui inscrit dans la société. Mais on va aussi travailler sur les facteurs internes, c'est-à-dire les idées fausses, les représentations ou encore les pensées et les émotions qui favorisent l'infraction. Et pour cela, on commence à utiliser l'approche cognitivo-comportementale, donc qui est aussi un modèle théorique de notre manuel et qu'on a travaillé avec Denis Lafortune. Donc l'approche cognitivo-comportementale, donc cognitif pour la pensée, qui entraîne des comportements. Donc ça consiste à amener le délinquant à identifier ses convictions qui sont propices au délit et au crime et qui constituent des facteurs de risque très importants. Donc en effet, il n'y a pas que l'absence de travail ou de logement ou une addiction qui sont des facteurs de passage à l'acte. Et nous l'avons vu récemment dans la région, vous le disiez, avec des auteurs de viols et d'homicides qui étaient tout à fait intégrés sur le plan socio-professionnel. Alors pour illustrer... si vous pouvez rester sur la diapositive, merci. Pour illustrer cette approche cognitivo-comportementale, je peux prendre deux exemples. Le premier, c'est un condamné qui dit « Quand ma femme se maquille et s'habille de telle manière, c'est qu'elle me trompe », une pensée, et ça me rend très en colère, une émotion. Et comme c'est ma femme, je peux lui dire ce qu'elle ne peut pas faire, et comme elle ne comprend que quand je m'énerve, alors je n'ai pas d'autre solution que de la frapper. Voici une pensée qui justifie le comportement délinquant. Un autre exemple d'une personne peut-être radicalisée qui dit « Mes parents ne sont pas de bons pratiquants et ça je ne le supporte pas », émotion. « Je vis dans une société impure, je me sens humiliée, tout le monde me veut du mal, mais j'ai trouvé un groupe qui me comprend et pense comme moi. Je vais changer de vie et d'identité et je me purifierai de mes péchés. » Alors, on repère dans ces discours de nombreuses pensées et émotions problématiques dont les personnes délinquantes n'ont pas conscience. Nous aussi, d'ailleurs, on a des pensées comme ça dont on n'a pas conscience. Ce sont des distorsions cognitives qu'on a tous. Mais le conseiller pénitentiaire d'insertion et probation peut travailler avec ces personnes pour les amener à identifier leurs distorsions de pensée. Et on entendait tout à l'heure
l'intervenant de Molenbeek qui parlait de théorie du complot, de polarisation, eux contre nous tous. Voilà ce que nous travaillons dans nos approches. Alors, on reste encore sur cette diapositive, mais je termine. Nous aurons tous compris que le phénomène de la récidive est très complexe, car derrière ce terme, il y a des vraies personnes avec toutes leurs singularités. Et on a beaucoup tous parlé d'individualisation. La désistance, c'est-à-dire la sortie de délinquance, résulte de la combinaison complexe de nombreux facteurs. Et c'est un changement de vie extrêmement profond, et ça, il faut vraiment le rappeler. Prévenir la récidive nécessite donc, pour les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, une formation de plus en plus pointue, complexe, puisque nous souhaitons être efficaces. Et c'est ça notre rupture méthodologique, ne plus travailler dans le flou et l'intuitif, qui peuvent entraîner des erreurs de prise en charge et être contre-productifs en matière de récidive. Par exemple, suivre trop intensément une personne peut augmenter le risque de récidive de 17% à peu près. Ça varie selon les recherches, mais je regarde les Canadiens parce que je sais qu'ils savent ça vraiment par cœur. Et donc les conseillers pénitentiaires bénéficient d'une formation initiale de 2 ans, puis de formation continue tout au long de leur carrière. Alors, la dernière diapositive en guise de conclusion, pour essayer de répondre à la question « Quelle réponse pénitentiaire pour prévenir la récidive ?» Eh bien, je l'ai dit, des prises en charge qui s'appuient sur des modèles validés par la recherche pour leur efficacité. C'est là vraiment notre progression et même notre rupture. Et pour ce qui est de la radicalisation violente, eh bien, nous pouvons utiliser ces méthodes d'intervention qui sont à la fois généralistes, mais suffisamment adaptables pour vraiment coller aux problématiques de la personne. Alors bien sûr, nous ajoutons à ces méthodes d'intervention des tas d'actions spécifiques. D'abord, nous sommes tous formés dans l'administration pénitentiaire sur cette thématique de la radicalisation violente. L'administration pénitentiaire a également recruté des psychologues et des éducateurs dédiés qui sont des personnes ressources pour nous et qui augmentent notre pluridisciplinarité. Madame la ministre a parlé ce matin des quartiers d'évaluation de la radicalisation, QER, des QPR quartiers de prise en charge de la radicalisation en milieu fermé, donc pour les personnes les plus à risque. Et puis, nous avons aussi en maison d'arrêt classique des programmes collectifs de prévention de la radicalisation. Et en milieu ouvert, il faut que vous sachiez que toute personne qui nous est signalée comme radicalisée ou potentiellement radicalisée bénéficie d'un suivi intensif et peut faire l'objet de convocations toutes les semaines. Et nous sommes bien sûr maintenant en lien avec les services de renseignement. Alors nous faisons appel à des intervenants, bien sûr, extérieurs, et notamment, je pense à des universitaires ou des journalistes pour apporter du savoir, au contraire de formes d'obscurantisme. Et Valérie du Québec, tout à l'heure, parlait de développer l'esprit critique plutôt qu'un contre-discours. Donc on est vraiment tout à fait dans cet état d'esprit-là. Et bien sûr, j'ai mis à la fin et tout le travail partenarial avec vous tous, puisque la tâche est immense et qu'on a vraiment besoin de la contribution de tous. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Un tout petit mot sur un échange qu'on avait eu en marge de la table ronde sur le concept de réinsertion, puisqu'on a évoqué ce matin qu'il y avait des profils tout à fait insérés, parmi par exemple les personnes radicalisées qui étaient en prépa, etc. Est-ce que vous pouvez juste nous faire un petit mot là-dessus, c'est-à-dire sur l'importance ou non, oui, de cette réinsertion par le travail ou la formation, qui parfois pour certaines personnes n'est pas pertinente dans la mesure où le problème n'est pas là. Oui, que ce soit pour des personnes qui ont commis des infractions à caractère terroriste ou radicalisées, ou pour des personnes qui ont commis d'autres infractions, notamment je pense aux auteurs d'infractions à caractère sexuel. Il n'y a pas forcément une problématique sociale en fait. Et dans l'ESPIP, on a beaucoup travaillé pendant des années sur ces facteurs externes et qui sont très importants. Mais c'est vrai que les idées fausses, les représentations, comme je le disais tout à l'heure, amènent à des passages à l'acte. Et il est vraiment très important qu'on puisse aborder toutes les dimensions avec les personnes prises en charge. Merci. Donc on va enchaîner avec justement la recherche universitaire dans le domaine, puisque vous appuyez beaucoup
là-dessus pour mener vos actions. Voilà, donc je vous propose d'écouter d'abord Franck Ludwig-Jack et ensuite Jean-Maude Difalis, puisque vous avez prévu une intervention en binôme, notamment sur l'état des connaissances en matière de criminologie en France et sur la place justement de cette discipline et la reconnaissance de cette discipline en France. La question qu'on se pose parfois, c'est est-ce que certains crimes ou délits, mais peut-être plutôt certains crimes, portent en eux les germes de la récidive? Alors, vous m'entendez? Je ne sais, ça fonctionne? Oui. Je ne sais pas si je vais répondre exactement à cette question-là. C'est votre question et je ferai ma réponse, comme avait pu le dire quelqu'un d'autre en d'autres temps. Je tiens en tout premier lieu à remercier les organisateurs du colloque, le président Xavier Bertrand, bien sûr, mais aussi M. Gressier et Mme Vasseur, avec qui j'ai beaucoup échangé, notamment dans le cadre du partenariat que nous sommes en train de créer. Voilà. Et c'est ce qui d'ailleurs m'a amené à être parmi vous aujourd'hui, ce qui n'était pas tout à fait prévu, de me demander de parler de l'état de la recherche, notamment criminologique, en France, notamment, alors que, je dois l'avouer, je ne suis pas criminologue. Donc, je suis juriste, modestement pénaliste, et je vais quand même essayer de dépeindre un peu quelques petits éléments qu'il faudra prendre avec beaucoup de nuances, parce que tous ces éléments supposent effectivement des conceptions. Je ferai des liens un peu avec l'enseignement et la recherche de la criminologie à l'étranger. Et je sais d'ailleurs que j'ai quelques points, non pas de divergence, mais de différence avec mon collègue. Il ne manquera pas d'ailleurs de les souligner, j'imagine. Alors, j'ai écouté avec beaucoup d'attention les différentes interventions depuis ce matin, avec beaucoup de plaisir. Et je me suis rendu compte que toutes les personnes que j'avais devant moi étaient des acteurs que je pourrais considérer comme naturels de la lutte contre la récidive et les radicalisations. Et donc, en tant qu'universitaire, encore une fois, non criminologue, je me sens quelque peu en retrait et presque fébrile, donc, au moment, ça arrivera dans une minute, d'aborder la notion de criminologie. Mais je vais quand même essayer de répondre à la question qui est posée par la table ronde. La question, c'est la suivante. Quel plan d'action pour la prise en charge des personnes récidivistes ou radicalisées? Des réponses. Alors, je passe le côté social et judiciaire, parce qu'il existe. Le plan d'action pénitentiaire nous a été présenté à l'instant. Des réponses universitaires adaptées. Telle est la question. Alors, un plan d'action dans le monde universitaire en la matière, j'ai envie de répondre, et je pourrais peut-être m'arrêter là et partir. J'ai envie de dire non. Il n'y en a pas. Alors, bien sûr, je ne vais pas me contenter de ça, ça serait un peu réducteur. Il n'y a peut-être pas de plan d'action par université, ou toutes les universités entre elles, réunies, mais il y a des choses. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde universitaire en la matière? Eh bien, il y a de l'enseignement et de la recherche. Donc, évidemment, c'est sur ces points-là que je vais m'orienter. De la recherche et de l'enseignement qui sont, je pense en tout cas, c'est ma position, qui sont peut-être, qui sont largement disciplinaires, peut-être un peu trop disciplinaires. J'ai entendu l'appel fait par Madame à l'instant de demander à des universitaires de participer. Je pense que c'est une chose qu'il faudra réaliser et c'est un peu l'idée que nous poursuivons. Alors, est-ce que l'université constitue un acteur légitime ou non devant contribuer à la lutte générale contre la récidive et plus spécifiquement contre les radicalisations? Je pense que, évidemment, oui. Mais pour pouvoir répondre à cette question, il faut déterminer donc les missions de l'université. Alors, il y en a classiquement deux, c'est l'enseignement et la recherche, puis il y en a une troisième qui est peut-être un peu plus proche ou propre à l'université qui m'emploie, qui est l'Université catholique de Lille, qui est celle de service rendu à la société. Alors, je n'en dirai que quelques mots, parce que c'est mon collègue qui s'en chargera davantage, s'il le souhaite. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les missions classiques, c'est-à-dire enseignement et recherche? Il y a beaucoup d'enseignement, encore une fois, et de recherche disciplinaire, en droit, en psychologie, en sociologie pour l'essentiel. Je pense aussi à la médecine, d'ailleurs, en psychiatrie. Il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, c'est essentiellement là qu'on peut trouver des éléments en la matière. Et s'agissant de la lutte contre la récidive et contre les radicalisations, finalement, la première discipline à laquelle on a envie de penser,
c'est évidemment, je l'ai indiqué tout à l'heure, la discipline criminologique. Et là, on a un premier problème en tant qu'universitaire français, c'est d'appréhender une conception de la criminologie. Alors, des conceptions de la criminologie, il y en a énormément. Il y a même un auteur certains auteurs dans les ouvrages disent assez facilement qu'il y a autant de définitions de conception de la criminologie qu'il n'y a de criminologues. Donc déjà, vous voyez que je me sens d'autant plus fébrile pour évoquer cela. Alors, concrètement, la criminologie, qui a donc pour vertu de lutter, en tout cas d'apporter des éléments de réponse en matière de lutte contre la récidive ou contre les radicalisations, la criminologie peut être définie comme l'étude scientifique du phénomène criminel ou encore la science du crime. Mais là, déjà, la définition peut être discutée. Et puis, c'est oublier un élément important qui serait celui de l'étude de la déviance, par exemple. Alors, classiquement, les juristes pénalistes n'hésitent pas à dire, c'est le cas de Marc Toulier, notamment, qui est maître de conférence à Nanterre, qui a indiqué que, finalement, la criminologie pouvait être conçue comme un champ d'études et, finalement, une base de données alimentée par plusieurs spécialités disciplinaires. Et donc, de ce point de vue, tout de suite, se pose une autre question, c'est celle de l'autonomie disciplinaire de la criminologie au titre de l'enseignement et de la recherche. Alors, de ce point de vue-là, et là, encore une fois, il faut prendre les choses, c'est très schématique ce que je vais vous dire, donc il y a beaucoup de nuances, on peut quand même trouver deux modèles généraux, très généraux. Un premier modèle qu'on retrouve à l'étranger, aux États-Unis, au Canada, même si là encore il y a des nuances, où on peut trouver l'existence de cursus universitaires distincts des spécialités, des cursus universitaires en criminologie, bien sûr, distincts des spécificités disciplinaires. Alors, ce modèle peut être retrouvé avec quelques nuances en Europe, notamment en Belgique ou en Suisse, mais là, je mets des guillemets, puisqu'il y a vraiment quelques nuances. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce serait un peu trop complexe. Et face à ce modèle-là, il y a le modèle qui est retenu en France, qui perçoit la criminologie comme une formation complémentaire à des spécificités, à des spécialités disciplinaires comme le droit ou la psychologie pour l'essentiel. Alors ces deux conceptions-là, j'ai envie de dire outre-Atlantique et celle française, elles ne sont pas sans conséquences. Si on peut affirmer qu'il y a suffisamment de matière pour justifier un cursus autonome en criminologie, le risque, c'est de faire de la criminologie un objet d'étude réservé. Et d'un point de vue universitaire, le risque, donc, c'est un appauvrissement disciplinaire de la criminologie à terme. Et puis, d'un point de vue professionnel, une formation autonome en criminologie suppose des débouchés professionnels clairement identifiés, donc un métier de criminologue professionnel, ce qui n'existe pas en France, au-delà, bien entendu, de l'enseignement et de la recherche. Ce qu'il faut rappeler, c'est que la criminologie en France, elle reste donc marquée par l'influence des spécialités disciplinaires qui la composent, comme le droit, la psychologie, la sociologie, malgré une tentative en 2012 d'en faire une section autonome au Conseil national des universités. Et je crois d'ailleurs pouvoir dire que les juristes pénalistes ne sont pas étrangers à l'échec de cela, pour une multitude de raisons qu'il est inutile de rappeler ici. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant qu'il n'y a rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enseignement de criminologie en France? La réponse est non. Dans les facs de droit, de psychologie, de sociologie, ou encore en faculté de médecine, il y a un enseignement des sciences criminelles, en tout cas la discipline criminologique, qui se fait de manière soit au sein, et c'est souvent le cas dans les facultés de droit, au sein d'instituts universitaires de criminologie, dans quel cas ça amène à des débouchés très simples, des formations simples comme des DU, soit il s'agit de masters, donc à Bac plus 4, plus 5, en criminologie, en tout cas intitulé comme tel, mais il ne faut pas oublier que le diplôme délivré sera toujours un diplôme de la discipline majeure, comme le droit ou la psychologie notamment.
en France. Donc la plupart du temps, les diplômes, les masters de criminologie sont en fait des diplômes de droit. Alors l'absence d'autonomie de la criminologie, finalement, ne doit pas apparaître comme forcément négative. La criminologie, elle ne constitue ni une simple juxtaposition de disciplines, donc les unes à côté des autres, le droit, la psycho, la socio, la médecine, etc., ni une activité d'enseignement et de recherche uniquement, simplement transdisciplinaire. Alors sur ce point, sur la question d'une recherche qui serait uniquement transdisciplinaire en criminologie, le risque d'une telle conception serait bien entendu celui d'un assèchement de la pensée et celui, encore une fois, de ne pas pouvoir former des acteurs opérationnels de lutte contre la délinquance, contre la récidive. Les criminologues, notamment en Belgique, sont parfois un peu radicaux. Certains sont contre tout enseignement transdisciplinaire, toute conception purement transdisciplinaire de la criminologie. On dit parfois que le transdisciplinaire, c'est un peu de tout et surtout rien du tout. Donc ça peut être extrêmement tranché. Le monde universitaire français devra se pencher sur cette question-là, il commence à le faire, trancher la question de savoir s'il faut s'orienter vers du transdisciplinaire, donc un peu toutes les disciplines, pour en faire de la criminologie, ou est-ce qu'il faut privilégier une voie peut-être pluridisciplinaire. Alors la solution que nous sommes en train de réaliser à l'Université catholique de Lille, puisqu'il s'agit cette question de la criminologie et notamment donc de la lutte contre la récidive, c'est un des axes structurants nouveaux de l'Université catholique. Nous avons opté pour une solution intermédiaire qui prendrait en compte les deux aspects, c'est-à-dire à la fois pluridisciplinaire et transdisciplinaire. Et donc, il faut concevoir, peut-être reconcevoir la criminologie afin qu'elle soit opérationnelle, afin qu'il y ait un plan d'action, notamment dans ce point précis qui nous occupe aujourd'hui. Cette nouvelle conception, elle doit présenter quelques caractéristiques que je dépeins extrêmement rapidement. Elle doit s'ouvrir, cette criminologie, bien au-delà des disciplines classiques de la crimino, au-delà du droit, au-delà de la psycho, au-delà de la sociologie ou de la médecine. Il faut aller plus loin et associer les chercheurs en économie, ce qui est parfois le cas, mais peut-être pas assez, peut-être davantage encore en philosophie ou encore en éthique. Il y a peut-être encore d'autres disciplines qui peuvent être associées, la science politique notamment. Et puis il faut, pour que tout cela soit utile d'un point de vue universitaire, on parlait tout à l'heure d'un besoin de formation, il faut que l'université soit utile au titre de la formation des professionnels de demain, et même ceux d'aujourd'hui. Il faut associer les professionnels à la démarche de formation. Donc il ne faut pas simplement du théorique, purement théorique. C'est très bien, c'est important, c'est une base de travail, mais on doit forcément avoir des éléments pratiques, donc des praticiens à côté des universitaires, et pour l'enseignement, bien entendu, mais aussi pour la recherche. C'est, je crois, en ce sens, et je termine là, que l'université pourra remplir sa troisième mission en la matière, c'est un service rendu à la société. C'est un peu l'idée qui joint un peu toute notre action. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que M. Difolis voulait compléter du coup le propos de votre collègue sur le rôle de la criminologie universitaire en France dans la prévention de la récidive et de la radicalisation? Oui, merci Madame. Alors je joins mes remerciements. Et mon cher Franck, je n'ai pas de contradiction fondamentale à t'opposer. Bien, alors je précise aussi très rapidement que je suis évidemment docteur en criminologie de l'Université catholique de Louvain. À ce titre, on pourrait croire que je viens en voisin, mais cela fait une trentaine d'années que j'exerce également comme psychologue clinicien au sein d'une maison d'arrêt et d'un hôpital psychiatrique, notamment en l'occurrence à Limoges, au sein d'un CRIAVS, un centre ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles. En fait, parler de la criminologie, c'est épineux, peut-être bien trop dangereux. Je voudrais d'abord parler de l'université, au fond, puisque c'est en tant qu'universitaire que je vous parle. Dans l'université, il y a universalité. Il y aurait donc considérer la criminologie comme un savoir universel. S'agit-il d'une théorie et d'une pratique universelle? En d'autres termes, et ma première question est, puisque ayant été formé par les jésuites, je réponds aux questions par les questions, la criminologie est-elle une utopie?
La première question, alors je vais non pas me lancer dans une tentative de redéfinition de la criminologie, mais d'en prendre quelques objets rapidement. C'est d'abord la question de l'acte et de son sens, ce que les juristes appellent l'élément matériel, ce que l'on traite en droit, qu'il soit interne ou international. En cela, c'est une question de culture, puisque la philosophie du droit est évidemment culturelle. C'est la question d'un auteur et de ses motivations, mais c'est aussi la question d'une victime et de son traumatisme. Je remarque d'ailleurs qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore beaucoup parlé de la victime et de la victimologie. Il s'agit donc de la question de l'élément moral, question de la clinique et, ainsi que l'a compris par exemple l'ethnopsychiatrie, encore une fois de la culture. C'est évidemment la question d'une société, d'une situation. C'est la question de la sociologie. Et Bardaf, c'est la culture. Et puis surtout, c'est la question de l'humain. C'est la question de ses valeurs, de nos valeurs. C'est une question de philosophie, d'éthique. Et bien sûr, il y a dans la culture toute la pensée morale. Une école de criminologie culturelle européenne, Etche, voilà pourquoi j'y ai pensé en écoutant les détenus d'origine si diverses. Alors, quels sont les axes de responsabilité universitaire face à ces problématiques du crime et en particulier de la récidive et ou de la radicalisation, car je me demande toujours si quand on adjoint les deux, il faudrait entendre qu'il s'agit de la récidive de radicalisation ou de la radicalisation comme une récidive, enfin bref, c'est pas facile d'associer les termes en criminologie. Premièrement, la recherche, Franck, tu viens de le citer, une recherche trans ou pluridisciplinaire et internationale. Voilà qui est nécessaire pour parler et pour étudier le crime, la peine, la récidive, la prévention et que sais-je encore, au fond, toutes les dimensions culturelles associées à ces questions, au sein d'une recherche qui se veut fondamentale et appliquée, en d'autres termes aussi quantitative autant que qualitative. Il n'y a pas que les chiffres et les nombres qui définissent le réel. L'enseignement, à destination évidemment des étudiants, mais qui viennent de disciplines différentes, ça va de soi. Mais également les professionnels et les praticiens. Je pense en particulier aux conseillers d'insertion et de probation, par exemple, que je côtoie quotidiennement, mais également aux psychologues, aux psychiatres, qui ont toute leur place. Par conséquent aussi, viser la totalité d'un parcours universitaire qui soit cohérent depuis la création d'un DU jusqu'à celui d'un Master 2, et par conséquent aussi viser la qualification qui donne crédit à une compétence sociale reconnue comme telle à l'avenir sous le label universitaire, et j'insiste. Le service à la société, puisque c'est ce troisième axe qui nous paraît important, c'est la question de trouver des solutions à des problématiques actuelles au double sens du terme, c'est-à-dire présentes, et de la question de l'acte. C'est donc aussi en cela se destiner à participer au débat public. C'est au fond, à partir de ce service, s'engager dans une implication et dans des apports individuels, je pense aux stages, à des colloques comme aujourd'hui, à des séminaires et à bien d'autres événements concrets. Deuxième point, alors, si nous avons dégagé les grands axes de responsabilité, quels sont les enjeux sociaux, politiques, scientifiques et éthiques qui nous attendent? Eh bien, je suis d'accord pour parler d'autonomie. Tout d'abord, une autonomie scientifique. Mais c'est pourquoi je pense qu'effectivement, l'inscription d'une école de criminologie doit prioritairement se faire dans un institut ou dans une faculté de droit. Parce que probablement le droit n'est pas une science inductive et qu'elle garantit par conséquent un objet ou une neutralité de la criminologie face à la concurrence ou plutôt à la conflictualité et à la partialité des objets des sciences humaines. Donc je pense que de ce côté-là, sur le plan scientifique, la faculté de droit reste une garantie, et notamment l'histoire de mon université l'a montré, puisqu'ils ont eu à choisir à divers moments, éventuellement, d'inscrire l'école de criminologie de Louvain dans une autre faculté que celle de droit. Ils en sont venus quand même à la conclusion qu'il était préférable d'y rester. Une autonomie politique, cela va de soi, la criminologie risque toujours d'être l'objet d'une utilisation du pouvoir et de tous les excès qui l'accompagnent. Par conséquent, je crois que notre école aura à trouver la pluralité de ses partenaires
Partenaires publics, évidemment, santé, justice, régions, pouvoirs locaux, partenaires académiques, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Également, par conséquent, trouver une assise novatrice de la criminologie dans les perspectives sociologiques et anthropologiques qui définissent nos futurs masters. Troisième et dernier point, alors à ce moment-là, mais parlons quand même un peu de la prévention de la récidive et de la radicalisation, puisque nous y avons été invités très gentiment aujourd'hui. Je ne voudrais pas passer pour celui qui adopte le faux fuyant. Et donc, c'est à ce sujet-là que je vais simplement énoncer une série de rapports d'études possibles, de perspectives de recherche, autant que d'enseignement, autant que d'implication. Quelques perspectives d'études, au fond, qui concernent la criminologie et son enseignement. Et par conséquent, l'étude de la récidive ou de la radicalisation, par exemple. Tout d'abord, le rapport au temps et à sa perception, qu'il soit question de récidive, de sérialité, de réitération, de prévention, c'est bien entendu, pensez à demain, de temps chronologique ou de temps vécu, de monochromie ou de polychronie, de temps psychique ou de temps judiciaire, d'anamnèse individuelle, de récit de vie, d'histoire nationale ou ethnique, de jeunesse ou de grand âge, on en a parlé aujourd'hui, de mémoire, de projection dans l'avenir, etc., etc. En chaque science, vous voyez, autant de thèmes qui nous ramènent à la question du temps. Le rapport à l'espace et à l'environnement, le milieu social, le pays d'origine, l'espace familial ou religieux, les migrations, tout cela, évidemment, nous parle de la question de l'espace. Le rapport au symbolique, symbolique identitaire, les questions d'identité psychique, d'identité sociale, d'identité religieuse, de sacrifice, de bouc émissaire, par exemple. Je dis bien par exemple, il ne s'agit évidemment pas de liste exhaustive. Le rapport à la norme et par conséquent à la normalité, la déviance, Franck vient de nous en parler, la transgression, la réinsertion, la resocialisation, la résilience, la conversion ou la reconversion, la violence, l'agression, le contrôle de soi et le contrôle social, l'impulsivité et la réaction sociale, la souffrance et la peine, l'évolution législative et les théories politiques, l'émotion morale et les représentations sociales du crime, etc., etc. Vous voyez que les choses vont par binôme. Le rapport au virtuel, nous sommes dans l'époque. Au virtuel, c'est-à-dire au potentiel, la question du risque. Je signale qu'il existe un laboratoire de recherche ici à Lille qui traite donc des liens entre le droit et le risque. La dangerosité, pour un criminologue aujourd'hui, il est difficile de ne pas en parler. La menace, le pronostic, l'image et l'imagination, l'art et le jeu, tels qu'on les utilise par exemple comme des moyens de soins ou de prise en charge. Le rapport au pouvoir, l'emprise, question à la fois de psychologue, de sociologue, de comportementaliste, de psychanalyste, autant que, évidemment, de pouvoir politique. La possession, la domination, le leadership, l'autorité, qu'elle soit religieuse, civile ou familiale, et la vulnérabilité qui va de pair, la fragilité et la rigidité. Le rapport, par conséquent, enfin, au réel. Dans cette question du rapport au réel, il faut entendre évidemment ce qui vient faire sens entre complexité et dichotomie, entre ambivalence et univocité, entre science et populisme, entre parole et passage à l'acte, qui n'est pas seulement celui du délinquant, entre confiance et croyance, entre lien ou tiercité et discours binaire. Vous voyez pourquoi, finalement, se lancer dans l'aventure d'une école de criminologie culturelle, ce ne sera pas une mince affaire. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Alors, on va enchaîner avec Monsieur Raufer qui doit partir pas trop tard. Si vous le souhaitez bien, réagir aussi et commenter donc la perspective criminologique sur la récidive, la réinsertion et la radicalisation. Vous-même étant donc qui vous dirigez donc un master de criminologie au CNAM. Oui. D'abord, un petit mot, puisque je vois que Xavier Bertrand est de retour parmi nous. Ceux qui me connaissent un peu savent que je ne passe pas ma vie à faire des compliments à tout le monde. Je dois dire une chose, depuis 30 ans que je fréquente des personnalités politiques, trop souvent,
elle convoque un criminologue 2 mois avant les élections pour cocher une case, pour dire, bon, qui j'ai vu, le mec qui fait l'écologie, celui qui s'occupe des méchants, etc. Mais tel n'est pas le cas de Xavier. Je peux témoigner que quand il s'intéresse à un sujet, il voit les gens, même en dehors des phases où il faut coller des affiches, et qu'il le fait en prenant tout le temps qu'il faut et en prenant des notes. Le cas est suffisamment rare pour être ici souligné. Maintenant, avant d'aller au vif du sujet, je voudrais remercier mes 2 collègues de nous avoir fait le que sais-je de criminologie d'il y a quelques années, et les rassurer surtout qu'ils sachent bien qu'il y a désormais au Conservatoire national des arts et métiers, la grande université fondée par la Révolution française, par l'abbé Grégoire, pour doter la France de savants, un pôle des sciences criminelles et de sécurité, dans lequel non seulement il y a un master national de criminologie, mais en plus une école doctorale, car il va y avoir des docteurs en criminologie, purement en criminologie, et pas de vagues pénalistes, sociologues avec une vague spécialité. Voilà. Bien entendu, comme ça n'existe que depuis 4 ans, peut-être n'avaient-ils pas eu encore le temps de s'en aviser, auquel cas je leur précise. Revenons maintenant de la musique des sphères à la réalité concrète de la récidive et de la radicalisation pour dire 2 choses. Nous sommes sur le terrain. Nous sommes dans le Maghreb, nous sommes au Moyen-Orient, nous voyons énormément de choses, nous parlons notamment à de nombreux musulmans, et je dois vous dire que eux, comme nous, cette histoire de radicalisation nous met mal à l'aise. Je ne parle même pas des musulmans en général, il y en a 1,2 milliard, donc ils sont hors de cette affaire de terrorisme structurellement. Parlons même et uniquement des salafistes. 70% des salafistes ne feraient pas de mal à une mouche. Il y a depuis 20 ans ou 30 ans un groupe parlementaire salafiste au Koweït, au Parlement du Koweït. Bon, la manière dont ils traitent les dames n'est pas exactement personnellement de mon goût. J'aimerais pas que ma femme et ma fille soient traitées comme ça, mais quand même, ils n'ont aucune espèce de virtualité terroriste en eux. Donc, attention aux généralisations et essayons de nous concentrer sur la partie vraiment dangereuse, sur la partie vraiment problématique. On nous dit qu'il y a en France, alors ça change tout le temps et ça change selon les fichiers, 15 000, 18 000, 20 000 individus radicalisés à 99% parmi ceux qui sont problématiques des hommes, et les individus en question, on ne sait pas là-dedans naturellement qui va passer à l'acte. C'est ça le problème essentiel, parce que dans la criminologie, il y a aussi naturellement le passage à l'acte. Le droit français, ni aucun droit de l'Union européenne ne reconnaît le crime par la pensée, et donc c'est au moment où il y a passage à l'acte que les choses deviennent significatives en criminologie. Donc il y a une espèce de marigot de 15-20 000 individus dont on nous dit qu'ils sont radicalisés, mais cette radicalisation, elle peut être purement platonique, à savoir qu'il y a sans doute beaucoup de gens qui pensent que la Terre serait beaucoup plus agréable à vivre et beaucoup plus fréquentable si le Mollah Omar ou monsieur Abou Bakr al-Baghdadi était à la direction d'un califat généralisé, et qui traversent dans les clous, payent leurs impôts et qui ne molestent pas leurs contemporains. Donc le problème n'est pas là. Nous avons travaillé à un autre concept qui est plus opérationnel, c'est le concept de bombe humaine. L'individu qui va passer à l'acte, qui est dans un processus à court terme de passage à l'acte. Et quand je parle de processus à court terme de passage à l'acte, je l'explique concrètement en 2 minutes. En avril 2012, Mohamed Merah a déjà tué 3 militaires français. Il s'apprête à en tuer un 4e, et l'individu avec qui il avait rendez-vous, le militaire, le 4e, celui qui était promis à la mort, il faisait le coup de « j'ai un scooter à vendre, je suis fan de l'armée française, 10% de réduction pour les militaires ». Il est à peu près certain que des militaires viendraient le voir, et là, il les tuait. Le 4e ne vient pas au rendez-vous. Mohamed Merah a son pistolet dans la poche, sa caméra GoPro qui tourne, et il faut qu'il parte très vite. La ville grouille de policiers. Il y a déjà eu 3 morts entre Toulouse et Montauban dans les jours qui précèdent. Au moment de partir, il lève la tête, il reconnaît
à côté du feu rouge des signes, des caractères hébraïques. Il voit que c'est une école juive. Il est 8 heures du matin. Il baisse la tête. Il voit que des parents sont en train d'amener leurs enfants à l'école. Il ouvre le feu immédiatement. 1 minute avant de tirer sur ces malheureux enfants et leurs parents, il ne savait pas lui-même qu'il allait le faire. Donc, dans ces conditions-là, la prévention, la détection précoce est absolument essentielle. Sinon, constamment, la société se trouve dans la position, on nous parle beaucoup de football en ce moment, du gardien de but au moment du tir au penalty, c'est-à-dire il se trouve dans la position de se faire tirer dessus, et puis 9 fois sur 10, ça passe. Donc, il faut trouver les concepts, il faut trouver les concepts justes, et parmi les concepts justes, il y a celui d'en venir à la notion de radicalisation, de la notion de radicalisation à celle d'individus prêts à basculer immédiatement dans le passage à l'acte. Alors là, une bonne nouvelle, pas plus qu'en biologie, en criminologie, on a la notion de génération spontanée. Il y a toujours des signes avant-coureurs. Ces signes avant-coureurs, il faut les détecter. À partir du moment où ils sont là, on peut agir préventivement. La coordination nationale du renseignement et de la lutte antiterroriste l'a compris désormais, celle qui est aux côtés du président de la République, et donc beaucoup plus souvent qu'avant. Hélas, il y a encore des trous dans le filet, comme on l'a constaté récemment, mais maintenant, 8 fois sur 10, on arrive à arrêter des individus non seulement radicalisés, mais en plus, au moment où ils vont passer à l'acte, donc des éléments existent pour les arrêter. Enfin, parmi les éléments de prudence sur la réinsertion, les criminologues qui font du terrain rencontrent des bandits, des criminels, des voyous. J'en ai fréquenté plein dans ma vie. Je dois dire à nos amis du monde judiciaire que l'idée de dire la vérité à un gardien de prison, à un magistrat ou à quiconque de la police ne les effleure même pas. Quand un voyou arrive en prison, sa seule idée, c'est d'en sortir. Si pour en sortir, il faut qu'il prétende avoir une envie folle de faire de la menuiserie ou quoi que ce soit, il le fait. 99 fois sur 100, c'est uniquement un prétexte pour se trouver dans la position A, de sortir plus vite, ou B, de s'évader. Et puis deuxièmement, il y a des individus qui, très jeunes, ont été pris dans des affaires de l'illicite, qui ont participé à des petits braquages, etc. Ces gens-là, la catégorie des braqueurs dans le milieu criminel est une catégorie très spéciale. Ces gens-là jouissent de ce qu'ils font. Ils ont l'adrénaline. Un de mes amis qui une fois était en contact avec un très très gros braqueur de la Côte d'Azur, le beau-frère de Francis le Belge, il lui disait Tony, il s'appelle toujours Tony Cossu, et son surnom dans le milieu de Marseille, c'était Tony l'Anguille, parce qu'il s'était évadé plein de fois. Tony, tu as vu, tu as une belle femme, tu as une belle villa à Nice, pourquoi tu montes au braquage? Et Tony lui disait, ah mon vieux, pardon, il y a des dames, je m'enquiquine, la vie ne m'amuse pas, et donc quand je monte au braquage, voilà, ça m'excite, ça me plaît, je vis. Donc il y a des individus comme ça. Ces individus, il ne faut pas penser qu'on va, à partir du moment où ils ont basculé du crime organisé dans le terrorisme, ce qui est le cas de 9 sur 10, de 99 sur 100 des individus qui ont fait couler le sang ces temps derniers. Depuis 2012, vous avez une immense majorité, encore là, en Belgique, avant-hier, d'individus qui viennent du monde du droit commun et qui ont été radicalisés d'une façon ou d'une autre. Eh bien, ces individus-là, ils ont senti cet instinct, ce goût de la violence. Ils sont, quand ils sont seuls, capables d'avoir envie de le ressentir à nouveau, et quand ils sont en groupe, il y a quelque chose d'à peu près irrésistible qu'on arrive mal à exprimer dans des termes savants, mais qui est irrésistible, quelles que soient les objurgations, quels que soient les conseils, quel que soit l'entourage, etc. C'est l'appel de la horde. À un moment donné, on a fait tout ce qu'on pouvait pour bien s'en tirer, un coup de téléphone des copains, on prend le pétard dans le tiroir et puis on y va. Voilà. Donc voilà la réalité des difficultés qui se présentent à nous. Il est d'autant plus méritoire
de continuer à faire des efforts en matière de réinsertion, il est d'autant plus méritoire de faire des efforts en matière de prévention, et d'autant plus qu'aujourd'hui, dans une société où tout va toujours plus vite, quand on ne prévient pas, c'est trop tard. Et donc, naturellement, les criminologues de terrain sont prêts à aider de toutes les façons possibles pour cela. Merci. Merci beaucoup, messieurs. Je vous ferai réagir éventuellement après sur les propos de M. Rahofer sur la criminologie. Il faut qu'on avance un petit peu. J'ai juste une petite question un peu technique. Moi, je ne crois pas que ce soit dans le PNPR, mais est-ce qu'on pourrait envisager l'accès aux données du FSPRT, par exemple, l'accès des chercheurs aux données du FSPRT, à moins que ça y soit. Hein. Mais oui, c'est justement un des axes pour leur permettre d'aller plus loin dans l'analyse des personnes qui sont dans ce fichier, enfin des facteurs de risque et des facteurs de récidive. Oui, donc s'agissant du FSPRT, donc du fichier pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, il y a 20 000 personnes qui sont inscrites. Il y a 77,3% d'hommes, 22,7% de femmes. Ces chiffres sont publics, ils sont dans le dossier de presse du plan de prévention de la radicalisation qui a été présenté ici à Lille le 23 février. La mesure 35 du plan, en effet, prévoit de travailler à un accès des chercheurs en sciences sociales à ce FSPRT dans des conditions naturellement qui protègent à la fois les libertés et les intérêts de la sécurité nationale. Oui. C'est-à-dire que naturellement cet accès serait anonymisé. Et par ailleurs, comme vous le savez, nous travaillons à développer, alors là pour le coup c'est autre chose et c'est tout à fait opérationnel, à impliquer les élus locaux, encore une fois je le répète, capteurs de signaux et notamment de signaux faibles, dans l'accès à ce fichier avec des échanges sécurisés d'informations nominatives. Mais là, c'est tout à fait différent. Là où nous avons besoin des chercheurs en sciences sociales, c'est vraiment pour nous permettre de mieux comprendre les trajectoires, les dynamiques, les parcours. Il y a beaucoup d'hypothèses qui sont formulées. Je donne un exemple, par exemple, sur les enfants adoptés. Certains d'entre nous avons pu observer une forte occurrence d'enfants adoptés. Ça pourrait s'expliquer par des problématiques de désaffiliation. Est-ce que ce sont des éléments qui sont vérifiables en fonction du lieu de naissance? Vous voyez, on n'a pas besoin de l'identité pour ça des jeunes. Voilà. Donc effectivement, c'est une piste de travail intéressante à laquelle le Premier ministre et son équipe ont souhaité que nous travaillions. C'est la raison pour laquelle cette mesure figure dans le plan et raison pour laquelle le conseil scientifique qui a été formé sous la présidence du Premier ministre sur la radicalisation évidemment, lors de sa prochaine réunion, aura l'occasion d'évoquer ce point. D'accord. Merci beaucoup. Je pense qu'il faut qu'on enchaîne donc avec Monsieur Kremniter, qui peut nous parler de sa pratique de psychiatre, notamment au sein de la CUMP, et sa pratique de terrain et des remontées qu'il a pu avoir sur le phénomène dont on parle aujourd'hui. Merci, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité et de me proposer de dire quelques mots sur, à partir de cette expérience effectivement des cellules d'urgence médico-psychologique. Il faut dire que la psychiatrie dans son ensemble, quand je discute avec mes collègues qui travaillent dans les banlieues des grandes villes, voyaient depuis une vingtaine d'années des personnes on pourrait qualifier de radicalisées aujourd'hui, c'est-à-dire des personnes de groupes maghrébins qui, effectivement, voulaient aller vers le martyr. Enfin, c'était inscrit dans des thématiques qui, effectivement, apparaissaient petit à petit depuis une vingtaine d'années. Il faut dire que les personnes prises dans ces déviances psychiques
s'appuient sur les thématiques de leur époque, et on peut se demander s'il n'y a pas un développement actuellement au même titre que dans d'autres époques, les thèmes délirants des malades portaient sur ce qui était dominant dans le champ social. Enfin, alors, la pratique des cellules d'urgence médico-psychologique a permis de saisir certains phénomènes, peut-être de façon assez précoce aussi. Et là, je voudrais insister sur ces phénomènes de déshumanisation qui font un éventail de situations dans lesquelles on voit bien que c'est quelque chose qui est assez en harmonie avec ce que l'on voit dans la radicalisation. Je me souviens, au début des années 2000, en discutant avec des personnels des académies dans la région parisienne, on voyait apparaître des situations dans les cours de récréation avec des soi-disant jeux qui étaient en fait d'une violence extrêmement inhabituelle, et que ça n'avait plus rien à voir avec ce que l'on est en droit d'attendre de jeux dans une cour de récréation. Et c'est vrai que petit à petit, on a vu comme ça apparaître de véritables situations presque de massacre. Je me souviens de ce crime, l'immolation d'une jeune fille, enfin on en avait parlé pas mal à l'époque, dans la banlieue parisienne, Sohan, qui avait eu le seul tort c'était des histoires de territoire entre bandes. Elle restait dans la rue parce que tout simplement sa belle-mère l'empêchait de rentrer à la maison, et donc à un moment elle avait été aspergée d'essence, et puis elle était comme ça décédée. Ça se passait au pied d'une barre d'immeubles de HLM devant tout le monde. Enfin, on voyait des choses apparaître qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on avait connu auparavant. Et indépendamment de ces milieux, enfin comme ça a été souligné, je crois, à plusieurs reprises dans la journée, indépendamment de ces milieux sociaux très défavorisés ou très représentatifs finalement d'un monde qui vient d'ailleurs, eh bien, on voit aussi dans des familles de niveau social élevé des comportements, voire je repense à un crime entre deux adolescents qui est venu sous un prétexte tout à fait banal, une banale histoire de jalousie, et un crime accompli de façon extrêmement froide et sans la moindre humanité, enfin quelque chose qui s'inscrivait apparemment dans un véritable délire paranoïaque, un délire de jalousie, donc quelque chose qu'on n'avait vraiment pas l'habitude de voir à cet âge-là. Enfin, en psychiatrie, on se représentait ces choses-là à partir de 30 ans, 40 ans, et au même titre que ce rajeunissement de la pathologie, on l'a vu aussi arriver dans les conduites suicidaires qui se déclenchaient comme ça sans aucune raison très, très évidente. Alors, dans toute cette évolution, ce qui nourrit un peu cela, ces formes de perte de toute humanité, on a l'impression que c'est quelque chose qui s'inscrit effectivement dans une disparition des fonctions d'autorité, de la fonction paternelle. Enfin, c'est ce qu'on... Beaucoup de psychiatres repèrent ça dans la psychose comme un affaiblissement de ces fonctions qui structurent un peu le lien dans une famille, dans une société. Et je crois qu'on peut l'appliquer à un niveau plus général dans les réseaux de la société. Et parallèlement à cela se développe le recours finalement aux techniques, aux objets scientifiques, le rapport au réseau, à Internet, et c'est ce qui vient un peu remplacer le rapport d'humain à humain. Et il est évident que ce sont ces choses qui empêchent effectivement de contenir cette part du psychisme qu'on pourrait désigner comme les phénomènes pulsionnels, enfin tout ce qui est en deçà de la parole et du langage, et que tous ces éléments qui ne sont plus contenus finalement, qui ne sont plus régulés dans le fonctionnement psychique, eh bien, ils apparaissent
libérés au grand jour à partir du moment où il n'y a plus ce développement finalement d'une organisation qui structure un peu le rapport entre et qui permet une stabilisation du lien social. Pour terminer, je dois dire que nous avons traité à la cellule d'urgence de Paris un double meurtre particulièrement choquant. Enfin, c'est pour ça qu'on est intervenu, parce que ça se passait aussi devant les habitants de l'immeuble. Ça n'a pas été étiqueté comme un attentat, mais la référence djihadiste était tout à fait là. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, comme on le décrit pour beaucoup de ces auteurs d'attentats, ces phases successives, d'abord d'installation dans une forme de radicalisation. Et là, c'était un homme qui vivait, semble-t-il, assez normalement, d'une famille maghrébine, et qui a commencé à s'isoler 2 mois avant le passage à l'acte, qu'est né son 2e enfant. Sa femme, qu'on a pu voir assez longuement, n'avait pas bien repéré de quoi il s'agissait. Enfin, elle allait de temps en temps chez ses parents. Et puis, brutalement, un jour, à l'occasion d'une visite qu'il a eue chez ses propres parents, dans sa famille, il s'est coupé la barbe. Et puis, au moment où sa mère est partie quelques jours en Tunisie, à ce moment-là, s'est déclenché un passage à l'acte meurtrier où il s'est acharné à l'arme blanche sur son père et sur son frère, de façon tout à fait avec une sauvagerie qu'on avait rarement vue. Et effectivement, on a là aussi un peu le fonctionnement qu'on cherche de tout temps à repérer dans le déclenchement du passage à l'acte, dans des situations de psychose. Alors, je ne dis pas que c'était forcément une psychose, ça a été traité comme tel, hein, puisqu'il n'a pas été finalement en prison, mais en unité pour malades difficiles, parce qu'une fois le meurtre accompli, d'ailleurs, il était complètement sidéré. Et c'est un homme, d'ailleurs, âgé, en plus de confession juive, enfin, juif d'Afrique du Nord, qui est venu lui parler et qui finalement a commencé à le réhumaniser en lui disant après ce que tu as fait, tu n'as plus qu'à prier. Enfin, c'est un peu comme ça que ça s'était terminé. Donc je voulais souligner simplement que les modèles de la psychiatrie doivent nous être utiles, et au moment où la psychiatrie est née, finalement, elle est née pour protéger un peu la société. On a l'impression qu'aujourd'hui, il y a un retour de cette situation dans laquelle se crée la psychiatrie, où on sent qu'il faut protéger notre société par rapport à toutes ces dérives. Voilà, je voulais juste vous apporter c'était très intéressant, merci de nous avoir expliqué effectivement comment la psychiatrie observait les prémices du phénomène qu'on observe aujourd'hui et observe encore la dimension parfois psychopathologique de certains de ces passages à l'acte de nature terroriste ou en tout cas djihadiste. On a bien vu que dans certains crimes, folie et idéologie n'étaient pas contradictoires. Donc voilà, merci beaucoup pour cet exposé.